Salam alaikum, Azofillaoun, bonsoir. Le projet de nouvelle constitution est arrivé. Certains observateurs ont parlé de montagne qui accouche d'une souris. D'autres pensent qu'il se cache des choses derrière des choses, que nous n'allons pas tarder à découvrir des dispositions, j'allais dire, subtiles, qui seraient embusquées derrière des lieux communs. D'autres, enfin, estiment que cette constitution est tout à fait formidable, qu'elle est absolument merveilleuse, qu'elle nous montre des choses, qu'elle nous apporte des choses qui n'ont jamais existé. Ils oublient bien souvent que nous avons déjà eu des constitutions qui sont toutes aussi bonnes, mais qui toutes n'ont pas été appliquées tout simplement. D'autres enfin disent que le régime a bloqué les principales dispositions qui nous concoctaient, qu'on a un certain haut lieu, ceux qui tirent les vraies ficelles lui auraient demandé de se délester de ces dispositions centrales parce que les conditions ne sont pas réunies pour faire passer la pilule. Ils auraient admis la mort dans l'âme, qu'il n'est pas très prudent de trop pousser le bouchon par les temps qui courent. D'autres enfin pensent que quelque chose de très, comme je le disais tout à l'heure, subtil pour me répéter, n'a pas encore été éventé et que ça viendra dans les jours qui suivent puisque tout le monde va s'y pencher très sérieusement. En tous les cas, nous allons donc devoir discuter de ce projet. Enfin, ce n'est pas vraiment un projet, puisqu'il est déjà adopté. Il est adopté avant que d'être adopté, en fait, par un Parlement qui est là pour adopter tout ce qu'on lui demande d'adopter. On lui demanderait d'adopter sa propre stigmatisation, sa propre condamnation, qu'il le ferait dardard. Mais sinon, donc, ce projet sera donc pendant plusieurs jours qui suivent traité de la façon la plus laborieuse qui soit, la plus fine, et nous inviterons des gens de la classe dite politique, de la soi-disant intelligentsia, de la presse, pour essayer de nous expliquer, pour essayer de comprendre ce qui se passe et pourquoi pourquoi le régime, après avoir mis en place un tel système de dissuasion massive, on est arrivé pour, en fin de compte, nous proposer un projet, entre guillemets, qui semble avoir été complètement neutralisé. Nous gratterons donc sous le vernis pour essayer de savoir ce qui s'y cache dessous, pour essayer de débusquer l'éléphant qui se cache derrière la souris. Aujourd'hui, TSA. Révision de la Constitution, l'analyse de la constitutionnaliste Fatiha Ben Abbou par Hajar Gnanfa. Impact24.info. Force du changement, un pouvoir illégitime ne peut pas amender la Constitution par Malik Mofok. Algérie Presse Service. Le projet de révision de la Constitution consacre le principe de toutes les libertés. Avec nous aujourd'hui, par ordre alphabétique, comme d'habitude, Amira Bouraoui, médecin, membre fondatrice ou fondateur du mouvement Barakat, Soufiane Jilali, président de Jil Jadid, Faisal Mattawi, journaliste. Amira Bouraoui, merci d'avoir accepté notre invitation. Allô, bonsoir, merci à vous. Merci. Alors voilà, le projet, si on peut l'appeler ainsi, de constitution est arrivé. Quel est votre sentiment comme ça, à chaud? C'est une constitution caduque. C'est une constitution caduque, faite à huis clos, préparée à huis clos, par un pouvoir illégitime. Elle n'a pas été débattue, elle ne va pas être votée au suffrage universel. Donc c'est
pour moi, c'est une constitution caduque. Mais Amira Boraoui, moi j'ai essayé de la lire un peu, j'ai pas encore tout compris, mais apparemment tout ce que j'y vois n'est que positif. Très franchement, toutes les dispositions qui y sont me semblent très positives, très bonnes, quoi. Même si on nous avait servi la constitution la plus parfaite qui soit, à partir du moment que cette constitution soit préparée à huis clos par le régime qu'il a lui-même violé en 2008, on ne peut pas la reconnaître. Personne n'a été consulté et personne n'a voulu être consulté du côté de l'opposition concernant cette constitution, car il n'est pas normal de la revoir avec un régime illégitime. Donc aujourd'hui, ils ont préparé leur constitution et non pas celle de la République algérienne. Il faut savoir que la première constitution algérienne a été préparée dans un cinéma et que depuis, c'est le cirque. Donc nous, ce qu'on aurait aimé, c'est que ce soit un président légitimement élu qui fasse débattre d'une constitution et qu'elle soit votée par le suffrage universel. Alors, on va continuer à faire le tour du micro pour avoir les premières impressions de nos invités. Je signale que Brahim Younsi vient de nous rejoindre. Sofiane Djilali, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir, c'est M. Merci. Alors, votre impression? Écoutez, la première impression est que tout d'abord, le régime vient de se désavouer lui-même, il vient de défaire ce qu'il avait tenté de faire en 2008. Il avait ouvert le nombre de mandats pour permettre à M. Bouteflika de briguer le 3e et le 4e et de rester de toute façon à vie. Il avait enlevé des prérogatives au chef du gouvernement pour encore consolider le pouvoir présidentiel. Eh bien, il vient juste de faire le contraire, c'est-à-dire fermer de nouveau les mandats et de nouveau remettre un certain nombre de prérogatives au Premier ministre. Donc, M. Bouteflika vient de nous dire officiellement qu'il s'était trompé, et c'est le cas. En 2008, il avait violé la Constitution. Aujourd'hui, il veut subrepticement remettre ce qu'il avait défait il y a quelques années. Autrement, il y a eu un petit pas en avant, et ça c'est sous la pression populaire et la pression de l'opposition, par rapport à Tamazight qu'il a officialisé, et par rapport à un début, semble-t-il, d'une commission, mais dont les contours exacts ne sont pas encore bien définis, puisqu'il faudra attendre une loi organique qui organisera tout ça. Le reste, ce n'est que des propositions de propagande électoraliste, rien de plus. Nous avions besoin d'une loi cadre qui régisse les institutions de l'Algérie. Le pouvoir continue sur son idée d'une loi programme et il veut par la Constitution éterniser les choix qu'il vient de faire. Mais Sofiane Djilali, il y a une contradiction dans ce que vous dites, me semble-t-il, parce que si Bouteflika recherchait une campagne électorale, ce projet ne l'empêcherait de passer. Si ce projet de constitution est donc accepté par le Parlement, ce qui ne serait pas, ce qui est quasiment acquis, et ça, certainement, donc Bouteflika ne pourra pas prétendre un 5e mandat. Non, absolument pas. Je vais vous dire, lorsqu'il avait fait le 2e mandat, durant le 2e mandat en 2008, il avait déjà juré sur le Coran qu'il respecterait la Constitution. Mais voilà-t-il qu'il ouvre les mandats et il se présente au 3e. Théoriquement, c'était la Constitution de 96 qui s'appliquait à lui et il aurait dû partir en 2009. Or, ce genre de subtilité constitutionnelle, lui, il n'en a que foutre. Excusez-moi le terme. Donc, s'il dit que dorénavant, les mandats seront limités, ça signifie qu'il peut prétendre au 5e et au 6e mandat. Voilà la vérité. Et quand je dis que c'est de la propagande électoraliste, c'est tout simplement pour son successeur. C'est pour maintenir en place le même régime s'il n'a pas, lui, l'espoir d'aller au-delà de 2019. D'ailleurs, entre parenthèses, il a apporté un changement à l'article 88 et c'est assez significatif. L'article 88 qui avait préalablement
prévu 60 jours d'une présidence par le président du Conseil de la Nation en cas de vacances. Et qui passe à 90 jours. Et ça passe à 90 jours. Et pourquoi, selon vous? En effet, 60 jours, c'était trop court pour annoncer des élections, les convoquer le corps électoral et faire campagne électorale. C'était beaucoup trop court. Donc, dans la tête de M. Bouteflika, il est là jusqu'à ce que Dieu en décide, ou alors jusqu'en 2019. Donc, il n'y aura absolument aucun changement. Il veut noyer l'Algérie avec lui-même. Ben, restez avec nous. Nous continuons de faire un tour de micro. Faisal Mattaoui, merci d'avoir accepté notre invitation. Faisal. Alors, Faisal. Bonsoir, Jamal. Bonsoir, Faisal. Merci d'être avec nous. Votre sentiment? Disons, je pense que la Constitution, il faudrait la lire article par article. Je pense qu'il faut prendre le temps de lire. Je ne sais pas s'il y a des lawaya, des khabia, des intentions électoralistes dans ce texte présenté par Ahmed Yahya, qui, le même Ahmed Yahya, rappelez-vous, a présenté le projet de révision constitutionnelle de 1996. À l'époque, il était Premier ministre, c'était à l'époque du général Lamine Zeroual, et pratiquement les mots utilisés par Yahya à l'époque étaient presque les mêmes, des années plus tard, presque 20 ans plus tard. Et donc vous verrez que dans cette nouvelle constitution, il y a quand même des points positifs. C'est-à-dire parce que je ne suis pas de ceux qui pensent que c'est la constitution de Bouteflika, c'est la constitution du régime. La constitution concerne tous les Algériens, elle concerne l'ensemble des Algériens, opposition comme ceux qui soutiennent le pouvoir. Parce que la constitution restera après le départ de Bouteflika et même après le départ de celui qui viendra après. Donc c'est un texte qui concerne tout le monde. L'opposition n'a pas participé aux consultations, elle avait raison parce qu'elle avait des arguments avancés en parlant de vacances de pouvoir, en parlant de situations politiques précises. Et Ahmed Yahya aujourd'hui a répondu en disant qu'il n'y a pas de vacances de pouvoir et que les institutions d'État fonctionnent. Mais il reste que dans cette constitution, dans ce projet présenté par Yahya aujourd'hui, je pense qu'il y a un casse-tête déjà qui se pose, un immense casse-tête. Il faudrait que la constitution passe par référendum, parce qu'en voir le texte, avoir les changements qui ont été introduits dans les équilibres de pouvoir, dans le fonctionnement des institutions de l'État, dans le fonctionnement, dans l'introduction de nouvelles institutions, on évoque aussi même des lois organiques pour certains aspects, il faut aller vers un référendum. On ne peut pas passer par un Parlement, surtout avec un Parlement qui est contesté, largement contesté. Et quand vous avez une opposition qui contre, qui dit que le texte ne doit pas venir parce que c'est pas une priorité, qu'en même temps, vous avez un Parlement qui est contesté, vous ne pouvez pas faire passer un texte aussi important de cette manière. Maintenant, les points qu'il y a quand même des points positifs parce qu'il faut le dire. D'abord, Tamazight est reconnu langue nationale et officielle, c'est une évolution malgré tout, c'est une évolution. Il y a aussi certains aspects liés notamment aux libertés. Par exemple, heureusement que la liberté de manifester pacifiquement est maintenant constitutionnelle, c'est-à-dire que ça va encore compliquer dans le futur, je l'espère, les interdits qui entourent cette question. Il y a, comme M. Souriane l'a si bien mentionné, le retour à la limitation des mandats présidentiels. C'est-à-dire, il y a même un texte dans cette Constitution qui rend cette mesure irréversible. C'est-à-dire que le prochain président, celui qui viendra après Bouteflika en 2019 à la fin de son mandat, il ne peut plus revenir en arrière. Maintenant, se posera au-delà du contenu Djamel, la question de garde-fous. Comment cette constitution va être appliquée? Qui veillera pour qu'elle soit appliquée? Effectivement, que le prochain président qui sera ne va pas revenir en arrière en disant non, cette limitation du mandat ne m'arrange pas, il faudrait que je revienne à la constitution qu'il y avait avant. Non, mais il peut à la limite faire adopter une constitution, puis faire adopter une autre constitution, pourquoi pas, comme cela a été fait. Même peut-être qu'il fallait reprendre les anciens moteurs de l'opposition, c'est-à-dire aller carrément dans les constituantes. Parce que le régime, il y a toujours une crise de régime, il y a toujours une crise politique. Le prochain pouvoir peut-être va changer beaucoup de choses. Ce que nous considérons aujourd'hui comme des acquis vont peut-être être remis en cause dans le futur, parce qu'on est on n'est pas allé encore vers la deuxième république que réclamait par une partie de la classe politique, de cet état civil
seulement évoqué par Ammar Sabeni, secrétaire général du FLN, et on n'a pas vraiment vu d'état civil dans cette constitution proposée par le président Bouteflika, et également avec certaines questions, notamment au rôle de l'armée. Le rôle de l'armée est presque inexistant, et c'est toujours le même rôle précisé par l'ancienne constitution. Or, on nous dit, depuis un certain temps, qu'il faut aller vers une état civil, dans la Madania, on ne le voit pas vraiment dans cette constitution. Mais ça reste un texte qui, à mon avis, est assez évolué par rapport aux anciennes constitutions algériennes. Ne serait-ce que théoriquement, encore que les autres constitutions ne sont pas plus mal non plus, sauf qu'elles n'ont jamais été appliquées dans le fond ni dans la forme même. Restez avec nous, Faisal Mtaoui. Brahim Younsi, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes président de l'UDM. Brahim Younsi. Oui, je vous entends, moi. Bien, merci d'être avec nous, c'est Brahim. Naam. Alors, votre première impression, Brahim Younsi? Je n'ai pas encore lu tout le texte. J'ai lu quelques articles et puis j'étais appelé à d'autres obligations. Donc vos impressions sur ce que vous avez lu? Oui, mais je peux donner une impression effectivement parce que le débat ne doit pas être un débat juridique. Oui, aujourd'hui, nous allons faire dans les généralités. Oui, je veux dire que le débat est essentiellement politique. Parce que l'Algérie, depuis de très nombreuses années, pour ne pas dire depuis, effectivement, parce que j'ai entendu une personne avant moi parler de la Constitution qui s'est faite dans une salle de cinéma. Le problème aujourd'hui est son élaboration et son contenu. Et l'Algérie, hélas, ou le système algérien, va d'errance en errance constitutionnelle. C'est de l'errance constitutionnelle. On erre, on ne sait pas où on va. D'abord, l'article 7 de cet avant-projet de Constitution dispose que le pouvoir constituant appartient au peuple. Oui. Or, le peuple, ni par l'intermédiaire de ses représentants, parce qu'il n'en a pas, les représentants, je mets des guillemets, sont illégitimes, ne sont pas des représentants élus par le peuple. Ceux qui ont élaboré la Constitution sont illégitimes, donc ils ne représentent pas le peuple. Or, j'ai entendu quelqu'un parler de constituante. Je crois qu'il faut, effectivement, cette Constitution sans vice de forme et de n'être pas passée par une constituante, mais une constituante réellement souveraine, une constituante choisie, dont les représentants sont choisis tout à fait librement par la population. Et un autre fait, cette Constitution est un verrouillage de plus du système. On a verrouillé le système. On a verrouillé le système, l'agrément pour des partis politiques devient constitutionnel. C'est-à-dire qu'il ne suffit plus de la loi, c'est la Constitution qui, aujourd'hui, verrouille le champ politique par cette disposition de l'agrément. Oui. C'est un vrai verrouillage du système, aujourd'hui, qui essaie de se pérenniser, au-delà de ces allées et venues sur le nombre de mandats, etc., etc. Parce que ce que un président du type Bouteflika, c'est-à-dire bonapartiste, a fait, un autre chef d'État bonapartiste peut le faire. C'est-à-dire ce que l'un fait, l'autre peut le défaire. Voilà où nous en sommes. En 50 ans d'indépendance, nous sommes à la 6e ou la 7e constitution révisée. C'est énorme. C'est énorme. On joue c'est-à-dire sur les fondements de l'État et cette errance constitutionnelle démontre que l'État n'existe pas encore, que l'État est à refonder, que l'État est à refaire. Mais Brahim Younsi, si vous vous attachez, comme vous venez de le faire, j'allais dire, au sens vertueux de ce texte. Ça veut dire qu'il ne soit pas seulement théorique, qu'il ne soit pas seulement des façades d'institutions, des appellations creuses sans aucune substance. Si c'est le cas, vous vous attachez comme ça, comme quand vous parliez du pouvoir constituant appartenant au peuple. En fait, c'est de l'article 1er à l'article dernier, c'est le cas pour tous les autres articles. Sachant que nous avons de tout temps eu des institutions de façade, des textes de façade qui ne sont en rien
appliqué de la plus petite façon qui soit. Oui, tout à fait. Je vous entends. Je ne vous entends plus. Peut-être m'entendez-vous? Oui, on vous entend très bien. Très bien. Parce que je ne vous entendais plus à un moment donné, parce que je suis à l'extérieur. Je suis entièrement d'accord avec vous. Parce que nous sommes dans une démocratie de façade. Oui. Parce que vous avez des partis politiques qui sont agréés par un pouvoir qu'ils sont censés combattre. Ils sont agréés par un système qu'ils sont censés combattre. C'est ça aussi. Là, nous sommes dans une démocratie de façade. Donc les institutions qui sont élaborées sont des institutions de façade. Nous ne savons pas qui doit contrôler qui. Comment s'effectue le contrôle? Quel est le poids demain de l'Assemblée nationale, s'il y en a une? Mais Brahim Younsi, une question oui. clé que j'aimerais vous poser et que je poserai aux autres invités aussi. Pourquoi ce régime s'est exténué pendant des mois, j'allais dire des années, à nous concocter un tel projet? Qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Le régime n'est pas philanthropique au point de nous donner un tel projet juste comme ça. Est-ce qu'entre-temps, comme le disent déjà certains, les dispositions les plus spéciales, entre guillemets, n'ont pas été élaguées? Est-ce que ce ne sont pas... le régime ne s'est pas délesté de ces dispositions parce qu'en l'occurrence et en les circonstances, ça ne peut pas passer? Non, je suis entièrement... il faut que je fasse une lecture complète du texte constitutionnel pour avoir une idée et ce qui se cache derrière ce texte. D'accord. Restez avec nous, Brahim Younsi. Je vais revenir à vous comme aux autres invités. Nous allons essayer d'aborder quelques points de la Constitution qui commencent déjà à poser question. Nous allons commencer. Amira Bouraoui. Dans son article 3, ce projet aborde une question cruciale qui est sur le tapis depuis quasiment l'indépendance, que tous les militants amazirs revendiquent farouchement depuis l'indépendance, qui est un des aspects essentiels de l'identité algérienne, l'amazirité, donc sa langue. Pour la première fois, un projet de constitution consacre la langue amazigh comme étant une langue officielle, nationale et officielle. Alors, seulement je vais vous lire les deux articles en question. Vous me direz. Article 3. L'arabe est la langue nationale et officielle. Écoutez bien. L'arabe est la langue nationale et officielle. Il aurait pu dire la langue est l'une des deux langues nationales et officielles. Non. On dit, l'article 3, l'arabe est la langue nationale et officielle. Article 3 bis, Tamazirt est également langue nationale et officielle. Alors, est-ce que vous avez saisi un peu la nuance? Oui, tout à fait. Le également mentionne en fait que la langue est nationale et officielle, mais pas au même titre que la langue arabe. Arabe qui est la langue nationale. La langue nationale. La langue nationale. Et le également pose problème. Voilà. Et en fait, la langue arabe et la langue tamazight dans cette constitution ne sont pas au même pied d'égalité et ça pose problème. Et je pense que le régime a cédé à une revendication qui devenait de plus en plus populaire parce que les Algériens sont moins analphabètes qu'ils ne l'étaient avant, ils lisent et on ne peut pas comme ça balayer une histoire 2 fois millénaire. En fait, il demandait à ce que l'Algérie renoue aussi avec sa langue maternelle. Mais ça a manqué peut-être de courage, car il y a justement cet également. Est-ce que si quelqu'un venait vous dire non, c'est parce que aujourd'hui il doit y avoir un travail d'uniformisation entre Chaouia, Qbaïlia, Chenouia, Terguia, Mzabiya, d'abord qu'il faut un travail académique pour les règles grammaticales, syntaxiques, etc., uniformiser la langue, lui donner de mêmes règles, et donc il faut d'abord avoir le côté
technique, pratique de cette langue pour pouvoir l'utiliser, la pratiquer, pour pouvoir enfin l'utiliser et en faire une langue officielle au même titre que l'arabe. Si on vous disait cela, qu'est-ce que vous répondriez? Ben, je répondrai que ce soir sur le plateau, vous et moi, nous parlons le français. Donc, nous sommes francophones aussi, et que on ne finit par adopter une langue qu'à partir du moment où elle est imposée. Donc, le Tamazigh, qu'il n'y a jamais eu de volonté politique jusqu'ici à vouloir enseigner cette langue. Moi qui ne suis pas d'origine kabyle, ça me frustre de devoir passer par des sous-titrages pour écouter du Matoub ou du Eit Milgelet, etc. Et je n'ai pas accès au patrimoine de mon pays. C'est terriblement frustrant. Et dire que c'est également, donc, c'est qu'on ne la reconnaît pas totalement en tant que telle. Restez avec nous, Amira Bouraoui. Sofiane Djilali, même sujet. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, c'est un sujet extrêmement délicat. Ça relève de l'identité. Il est évident qu'une grande partie de la population algérienne voulait cette officialisation. Mais d'un autre côté, je pense qu'il ne faut pas faire de la surenchère. Tamazight est malheureusement une langue qui a été délaissée, qui n'a pas été mise à jour convenablement, qui reste quand même relativement dispersée, et donc ça demande un effort important. Je pense qu'aujourd'hui, elle est reconnue comme langue nationale et officielle. Elle ne peut pas immédiatement avoir la même position que la langue arabe qui a pris beaucoup d'avance. C'est ainsi, les choses sont ainsi, et je ne pense pas que ceux qui défendent le patrimoine soient spécialement contre l'arabe. Pour ne rien vous cacher, dans le programme de Jil Jadid, on avait parlé de Tamazight comme langue nationale et officielle, et la langue arabe comme langue nationale et officielle avec primauté à l'arabe. Parce qu'il y a tout un appareil administratif, l'éducation, il y a toute une histoire à remettre à niveau. Donc c'est une bonne chose. Les termes ne sont peut-être pas très diplomatiques, j'allais dire, mais la reconnaissance est là. Et c'est aussi à ceux qui croient en cette langue de continuer à la défendre. Je pense que ça a fait une évolution très importante. Le pouvoir a cédé à cette demande, il ne l'a pas offerte. Je rappelle que M. Bouteflika en 2003, et là il y a une vidéo qui circule sur Internet, et il disait que tant que je suis là, jamais Tamazight ne sera officielle. Elle l'est aujourd'hui, donc il ne faut pas faire plus de surenchère que cela. Le problème fondamental maintenant qui se pose au pays, c'est à l'évidence la transparence des élections, la réalité de la représentation, c'est des élections claires et nettes. Le jour où on obtiendra cela, je pense qu'on agira à ce moment-là à l'intérieur des institutions pour faire évoluer le pays, comme tous les pays du monde qui à un moment de leur histoire étaient encore très en retrait, très archaïques. Je rappelle que les Suissesses n'ont eu le droit de vote que très récemment, d'un point de vue contemporain, c'était dans les années 70, que le droit de vote des Françaises est venu aussi très tardivement, et que l'inégalité a duré jusqu'à maintenant, même dans des pays européens, entre l'homme et la femme. Donc il ne faut pas que du jour au lendemain, on exige tout de cette Constitution. Simplement, les points faibles, les points évidents sont là, sont devant nous. Un Conseil constitutionnel qui n'a pas évolué, rajouter 3 membres, tous nommés par le président, ça ne rajoute rien au pouvoir du Conseil constitutionnel. Donner la possibilité de saisine à un certain groupe parlementaire de l'opposition, c'est encore trop peu. La magistrature, rien ne change. La justice est toujours cadenassée. C'est cela les points faibles maintenant de cette Constitution et sur lesquels il va falloir revenir inlassablement en tant qu'opposition pour qu'il y ait une vraie séparation des pouvoirs. Il faut libérer le pouvoir judiciaire, donner de vrais pouvoirs aux magistrats et au conseil de magistrature qui doivent suivre la carrière
Il ne se pas au président de la République de décider de l'avenir de tel ou tel magistrat selon s'il veut bien lever la main sur l'affaire qui brûle ou s'il a l'impression qu'il veut le mettre en prison. Donc le pouvoir judiciaire doit absolument être indépendant du pouvoir politique et exécutif. Et ça, le pouvoir ne veut pas le donner. Nous y viendrons, M. Gilali. Nous sommes en train de survoler un peu. Après, nous approfondirons. Il y aura d'autres émissions. Sinon, je continue donc le tour de micro. Faisal Mattawi, au sujet de la consécration de la langue tamazight comme langue nationale et officielle. Oui, Jamal, moi je considère que c'est un pas positif. C'est un pas en avant, il faut le dire. Parce que c'est une revendication de génération entière depuis l'indépendance du pays. Et jamais Tamazight, qui est une partie de la dimension identitaire algérienne, n'a été aussi consacrée. Ce que je n'aime pas par contre, Jamal, c'est qu'à chaque fois qu'il est évoqué la question de Tamazight officialisée aux langues nationales, on met en parallèle la langue arabe. Et on considère qu'elle a eu plus de place que la Constitution, que Tamazight, etc. Ça, c'est des choses qui sont incroyables. On refuse encore une fois en Algérie d'admettre que l'Algérie est forte par sa pluralité, elle est forte par le fait qu'il y a Tamazight avec beaucoup de variantes. D'ailleurs, si vous lisez l'article 3 bis de la Constitution, il est écrit que l'État, je cite, œuvre à la promotion du Tamazight et à son développement dans toutes les variétés linguistiques en usage sur le territoire national. Parce qu'on oublie que Tamazight n'est pas que le kabyle, n'est pas que le chaoui, mais il y a énormément de variantes, dont par exemple le zénet, les zénets qui existent dans le sud-ouest algérien, dans la région du Touat Gourara, et c'est une variante de Tamazight qui est menacée. L'UNESCO considère cette variante comme menacée, c'est-à-dire qu'elle va disparaître faute de locuteurs. Donc s'il faut sauvegarder ce patrimoine, il faut que tout le monde s'y mette. Maintenant, toujours l'article 3 bis. Et il y a quand même des conseils et des institutions qui sont créées. Par exemple, pour la langue arabe, il est créé auprès du président de la République un haut conseil de la langue arabe qui charge notamment d'œuvrer à l'épanouissement de la langue arabe et la généralisation de son utilisation dans les domaines scientifiques et technologiques. Or, on sait qu'en Algérie, il y a déjà des institutions qui travaillent. Il y a au moins le haut conseil à la langue arabe, qui existe. Alors pourquoi créer de nouvelles institutions alors qu'il y a d'autres qui existent déjà? Donc est-ce qu'on n'est pas en train de dépenser de l'argent alors que nous parlons, que le gouvernement parle d'austérité? La même chose pour la langue tamazight. Il est dit dans l'article 3 bis, il est créé une académie algérienne de la langue tamazight placée auprès du président. Il s'appuie sur les travaux des experts chargés de réunir les conditions de promotion de Tamazight. Or, il y a déjà le Haut Commissariat à la miséricorde. Donc, c'est des institutions qui sont en plus, qui vont peut-être, utiliser l'argent public au moment où le pays a besoin d'économiser son argent. Mais globalement, je persiste à dire que l'introduction de Tamazight comme langue nationale et officielle est un pas positif. Oui, mais Faisal, est-ce que ce n'est pas du populisme, de la démagogie, de dire d'une langue qu'elle est officielle et nationale, alors qu'il fallait d'abord l'uniformiser, il fallait lui donner un background, j'allais dire, des règles, l'uniformiser, en faire une seule langue tamazight au niveau de tout le pays, savoir comment elle s'écrit, en caractère latin, en caractère arabe, en caractère tifinaire, d'abord pour ensuite pouvoir la pratiquer de façon pleine et entière. Non, moi, je ne suis pas d'accord avec vous, Jamal. Le fait de l'avoir consacré pour la Constitution, au contraire, on va aider. C'est surtout un travail d'expert, c'est un travail de linguiste, un travail de sociolinguiste, de psycholinguiste, des personnes qui travaillent sur le terrain, d'anthropologues également, parce qu'il s'agit d'avancer dans ce domaine. C'est un domaine important, un domaine technique. Et le fait de l'avoir introduit dans la Constitution, va renforcer, va consolider l'intérêt pour cette langue, parce que langue officielle, sous-entend qu'on va également utilisé dans les documents de l'État algérien. Et à ce moment-là, il faudrait trouver une graphie, est-ce dans une graphie latine ou une graphie arabe. Et là, il y a tout un débat qui n'est pas encore tranché. C'est tant mieux parce que c'est un débat intéressant, un débat riche. Qu'il y ait des variétés ou des variantes de Tamazight, ça existe également au Maroc, en Libye,
fait partie de la Tunisie en Mauritanie, c'est tant mieux parce que ça fait partie de la richesse. Maintenant, il faut... Non mais Faisal, excusez-moi de vous interrompre. Oui. Faisal, supposons qu'aujourd'hui on adopte la Constitution. Demain, Tamazirt est officiel et national. On l'écrit comment? On n'est même pas d'accord sur avec quel caractère nous allons la transcrire? Non, le fait que la Constitution soit adaptée n'entraîne pas forcément. Le fait qu'on doit appliquer tout de suite sur le terrain. D'ailleurs, parce que si vous lisez l'article 3, il est dit à la fin de cet article les modalités d'application de cet article, c'est-à-dire l'article 3 qui porte sur le thème de langue nationale et officielle. Les modalités d'application de cet article sont fixées par une loi organique. C'est-à-dire que l'adoption de la Constitution va être suivie par une loi organique qui, elle, va préciser la manière avec laquelle on va écrire. Tamazirt, quelle graphie qu'on peut utiliser, est-ce qu'il faut utiliser la graphie péculaire ou la graphie arabe ou latine. Et vous avez aussi l'article 3 de la Constitution qui dit que l'arabe demeure la langue officielle de l'État. Pourquoi? Pour que les documents continuent d'être accrédités en arabe. Je crois que le législateur qui a préparé ces textes a préparé déjà des garde-fous pour justement éviter ce genre de problème. Restez avec nous, Faisal Mettaoui. Brahim Younsi, même sujet, même question. Votre avis? Allô? Brahim Younsi, votre avis sur la question? Sur le Tamazirt. Tamazirt. Oui, pour moi, bon, je ne rentrerai pas dans l'aspect technique de la chose. Hein. C'est très, bien entendu, tout le côté technique, c'est les experts qui doivent s'en occuper. Je pense toujours que c'est une concession politique du pouvoir à cette revendication qui date depuis l'indépendance. Nous avions signé en 1985 avec le FFS une plateforme qui revendiquait l'officialisation de la langue tamazirt notamment. Nous avions même parlé de culture. Vous voyez. Donc, je crois que le pouvoir vient de faire une concession, à mes yeux, importante vers la pratique du tamazirt en Algérie. À mon avis, il faut s'en féliciter parce que c'est une concession politique importante. Sur les aspects techniques, il faut attendre parce que cela touche l'ensemble des activités judiciaires, administratives, éducatives, etc., etc. C'est très difficile. C'est extrêmement difficile. Maintenant, c'est aux experts d'unifier, comme vous le disiez tout à l'heure, la langue, mais ce sont les locuteurs aussi qui doivent s'en occuper. Ça, c'est vrai. Si l'État le faisait, je parle de l'État, hein, si l'État le faisait, ne lui reprocherions, parce que c'est aussi un travail de la société civile, des experts, etc. Moi, je crois que cette Constitution, je ne veux pas du tout rentrer dans les détails techniques, y compris sur le plan constitutionnel, parce que c'est une Constitution éminemment politique et une Constitution, je le répète, qui verrouille le système politique. Un verrouillage à triple tour. Et personne ne peut plus bouger. Brahim Younsi, aujourd'hui, nous ne sommes en train que de survoler un peu quelques points, mais nous arriverons à une analyse de fond sur tous les points qui posent problème. Il y a des concessions politiques, comme celle du Tamazirt, mais il y a des verrouillages, d'après le survol que j'avais fait de cette Constitution, il y a des verrouillages du système qu'il faudra beaucoup de temps, et ce n'est pas des élections qui vont les déverrouiller. Nous savons très bien que l'administration est tenue et sera encore plus tenue. D'ailleurs, qu'est-ce qui habilite Oui. Ahmed Ouiha, qui est ministre d'État sans portefeuille, mais dans la fonction est celle d'un haut fonctionnaire. Ouais. Il est directeur de cabinet du chef de l'État. C'est un haut fonctionnaire. Un haut fonctionnaire qui vient présenter un texte constitutionnel. Oui, en effet. Brahim Younsi, oui. Je vais vous arrêter parce que je vais vous poser une dernière question que je vous demanderai d'aborder très vite pour pouvoir permettre aux autres invités d'en faire de même, parce que nous arrivons bientôt à la fin. Mais après, nous allons
entrer en profondeur dans le projet. La question que je voudrais vous poser tant que vous êtes avec nous. L'article 17. Alors, je vais vous lire. La propriété publique est un bien de la collectivité nationale. On est d'accord? Oui. Elle comprend le sous-sol, les mines et les carrières, Oui. les sources naturelles d'énergie. Oui. C'est une reprise, oui. Voilà. Donc, je m'arrête là. Est-ce que cet article n'est pas en contradiction avec la loi de finances? Mais en totale contradiction. Dites-nous. Mais en totale contradiction. Oui. Mais en totale contradiction, le fait que, parce que tous les secteurs, c'est constitutionnel, mais bon, il y aura tous les secteurs de l'économie ont vocation à être privatisés. Tous. Dans la mesure où l'Algérie négocie son entrée à l'OMC. Mais là c'est clair, hein, il vous dit la propriété publique, Oui. et il parle entre autres des sources naturelles d'énergie. Oui. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas être privatisés. Oui, tout à fait, je suis bien d'accord avec vous. Et ce texte n'est pas nouveau. Oui, et donc il y a déjà violation de l'ancienne Constitution Voilà. par la loi de finances, et maintenant, après la violation, on vient confirmer qu'il y a eu violation. Oui, il y a une violation. Le président de la République a signé une loi de finances qui est en totale contradiction avec l'article 17 que vous venez de lire. Cela était déjà le cas avant cet avant-projet, parce que ce texte que nous avons, c'est un avant-projet. Il n'est pas encore adopté. Oui. Donc, mais ça veut dire qu'elle est en contradiction avec l'ancienne Constitution, la Constitution actuelle, et le projet de Constitution. Et la démarche du pouvoir, la démarche du système est en contradiction avec ce que vous venez de dire. À partir du moment où il veut appartenir à une organisation comme l'OMC, qui est une organisation qui impose la libéralisation de l'ensemble des secteurs de l'économie. C'est très clair. Merci Ibrahim Younsi. Amira Bouraoui, même question sur cet article 17 qui consacre comme propriété publique les ressources naturelles d'énergie, pour ne rester que dans ce secteur. Est-ce que c'est en contradiction avec la loi de finances? C'est clair, en totale contradiction, mais c'est un régime qui n'est pas à une contradiction près. Concernant la limitation des mandats, triturer un article pour en faire un autre, pour revenir au premier article, il faudrait que ces gens sachent qu'il y a des Algériens qui sont restés fidèles à l'article de limitation des mandats. Donc quand M. Ouyahia dit par rapport au droit de manifester, que ceux qui sont sortis en 2014 pour manifester contre un quatrième mandat, c'était des fascistes, car c'est le mot qu'il a utilisé, et ben qu'ils sachent que c'est le système fasciste qu'il sert qu'on est sorti condamné. Car s'ils connaissaient la définition du mot, le fascisme est un système autoritaire qui justement triture les constitutions comme bon lui semble. Merci Amira Bouraoui. Sofiane Gilali, même question sur le même article 17. Absolument. Oui, j'ai une remarque à faire. Il ne faut pas qu'il y ait confusion entre la propriété de l'énergie, des ressources, y compris de l'eau, de tout ce qui est souterrain ou des richesses minières, avec les moyens d'exploitation. Vous savez, en Algérie, il y a des entreprises privées, internationales, multinationales, qui viennent exploiter le pétrole, et on aurait très bien pu avoir une société pétrolière à capitaux privés. Mais il n'empêche que le pétrole appartient d'abord à la nation, mais c'est simplement le processus d'exploitation qui peut revenir à telle ou telle société dont les moyens d'extraction, de raffinage et autres peuvent être privés. Donc, il ne faut pas faire de confusion. Non, mais là, il est question des sources. Alors, je vais vous lire la totalité de l'article. Elle comprend le sous-sol, les mines, les carrières, les sources naturelles d'énergie, les richesses minérales, naturelles et vivantes des différentes zones du domaine maritime national, les eaux et les forêts. Mais si demain il y a privatisation de Sonatrach, vous allez me dire, oui, on a privatisé
la société, mais pas le pétrole. Expliquez-nous. C'est exactement ça, M. Belchinoff. Il ne faut pas croire qu'on est protégé par la Constitution. La loi va permettre la privatisation de l'outil d'exploitation, mais on vous dira que la ressource elle-même n'est pas privatisée. L'Algérie ne vendra pas un puits tel qu'il est dans le sous-sol, mais elle vendra les moyens de son exploitation. Donc ça ne vous protège pas d'une privatisation de son attraque. La richesse halieutique dans la mer, dans les eaux continentales, appartiennent à l'Algérie, mais les pêcheurs sont privés. Son attraque, c'est comme le pêcheur, elle vient pêcher le pétrole. Et son attraque peut être vendue si le pouvoir veut la vendre. Et c'est ça le tour de passe-passe qui peut se faire. Ça veut dire que vous êtes en train de nous dire que l'article 17 n'est pas en contradiction avec la loi de finances, qu'il est possible de privatiser son attraque sans pour autant être en contradiction avec cet article-là. Bien sûr, parce que le gouvernement ne va pas dire « je vends les puits de pétrole ou les nappes pétrolières qui sont au sous-sol ». Ça, ce sont des concessions qu'il fait à des entreprises d'exploitation, que l'entreprise soit à capitaux étrangers, multinationales ou nationales algériennes ou à capitaux mixtes, ça c'est autre chose. Donc l'article 66 de la loi de finances peut permettre la mise en vente de son attraque au dinar symbolique à M. Haddad sans que vous puissiez dire non, la Constitution l'interdit. Très bien, c'est un sujet qui mérite qu'on l'approfondisse. Nous y reviendrons. Je m'arrangerai pour que vous soyez avec nous en même temps que Brahim Younsi. Peut-être que nous pourrons avoir un débat intéressant entre vous deux. Sinon, donc, cette émission est maintenant terminée. Il reste beaucoup de points à aborder, tous plus importants les uns que les autres. Nous allons convier de nombreux invités, journalistes, politiciens, acteurs de la société civile, comme on dit, blogueurs aussi, des citoyens. Et à la fin de cette série d'émissions que nous allons consacrer à ce thème, nous ouvrirons le standard à nos téléspectateurs pour qu'ils puissent intervenir eux aussi, donner leur avis, poser des questions. Et c'est pour ça que je vais leur demander dès à présent de prendre note, de noter ce qui les interpelle, ce qui les révolte, ce qui les choque, pour pouvoir en parler quand ils voudront. Merci beaucoup. Salam alaikum.